Bon, ce live, c'est en français. C'est un replay de ce que nous avons dit tout à l'heure dans le précédent live concernant ton cinglé qui est là sur cette image. La machine de dancehall, c'est comme ça il se surnomme. Il se fait appeler ainsi. C'est pour faire des révélations concernant l'accident. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que beaucoup ont commenté les circonstances de l'accident et nous profitons d'ailleurs de l'occasion pour d'abord regretter cet autre meurtre, cet autre assassinat d'un citoyen qui n'était pas sorti pour manifester. Au contraire, il était sorti sur sa moto avec un sac de riz. Et beaucoup de gens n'ont pas commenté cette partie de l'histoire. On a mis le curseur et l'attention a été focalisée sur la victime, ce qui est normal parce que là on parle de l'être humain, de l'âme ôtée, c'est vrai. Mais campons le contexte. Analysons les faits au-delà de l'apparence. Détachons la victime d'abord de la tragédie. Allons sur deux aspects. L'aspect de la victime et l'aspect de l'auteur. Sur les deux, nous allons parler de la victime en nous focalisant sur ce sac de riz qu'il transportait sur sa moto. Vous savez combien de fois le riz est important dans les foyers? C'est la denrée la plus consommée par le Guinéen. La première des choses qu'un père de famille achète ou sur laquelle il pense lorsqu'il est en train de sortir pour aller gagner son pain, c'est quand et comment je vais avoir un sac de riz. Donc, en d'autres termes, c'est la préoccupation principale de tout ménage aujourd'hui en Guinée. Et cette personne-là, ce jour, elle transportait sur sa moto un sac de riz. Imaginez la joie de ce monsieur. D'abord, sans parler de toute l'acrobatie qu'il a dû faire pour avoir ce sac de riz. Parce qu'il convient de noter que les endroits où nous avons les sacs de riz, généralement c'est de la capitale, parce que le riz ne pousse qu'au port à Conakry, malheureusement. C'est du riz importé. Supposons que ce monsieur ait trouvé du riz du pays, à partir des bas-fonds de Forêt-Caria, ces zones rizières ou rizicoles, et que lui, il était content de transporter ce sac de riz vers sa maison à Koya ou à Conakry, en tout cas, vers la capitale. Sa joie, son soulagement, sa satisfaction de dire « j'ai enfin trouvé un sac de riz pour mes enfants, pour ma famille et pour moi-même ». Mais faute de moyens, il n'a pas pu transporter ce sac de riz sur un véhicule, parce que pour lui, son moyen de déplacement, c'est sa moto. Malgré toute l'insécurité, il met ce sac de riz sur sa moto. Le matin, il est sorti dans l'optique de revenir le soir avec ce sac de riz, pensant qu'une fois ce sac de riz en famille, ses problèmes sont réglés. Ce monsieur ne savait pas que ce jour-là, il avait rendez-vous avec la mort. Une mort qui n'est pas une mort ordinaire. C'est par accident. Mais pas un accident où il est l'auteur, ou bien un accident qu'on pourrait qualifier de fait de Dieu. Il s'agit d'une personne arrogante qui bénéficie du soutien de cette gente qui va venir le percuter et pire, maquiller ce meurtre-là en accident et aussi se foutre de la gueule et de la mémoire de la victime. Vous m'excusez de l'expression. Maintenant, continuons. Parlons de ce monsieur qui était sur sa moto, qui n'est pas sorti pour manifester, dont la famille attend impatiemment avec un sac de riz.
Mais finalement, au lieu de lui et du sac de riz, c'est un coup de fil qui va annoncer à la famille que votre papa qui est sorti pour gagner son pain, qui n'est pas un manifestant, qui n'est pas un loupard, qui est d'ailleurs certainement un apolitique, a été tué par un homme politique. Parce que lui, cinglé là, ce n'est plus un artiste. Ce cinglé là, ce n'est plus un artiste. Ce cinglé, c'est un catalyseur. C'est quelqu'un qui profère des injures, des menaces à l'endroit de citoyens. C'est quelqu'un qui soutient la forfaiture de ces gangsters, qui roulait dans un véhicule issu du contribuable. D'ailleurs, je dirais même de l'économisable des Guinéens. Pire, il bénéficiait d'une sécurité qui est aussi payée par le contribuable, des hommes en uniforme. Il a une garde rapprochée, il bénéficie de sirènes, son carburant est mis dans son véhicule par des bonnes du trésor. Ce jour-là, justement, il revenait de chez un marabout. Vous savez, les charlatans là, ces guérisseurs, ces magiciens, ces satanistes. Lui, Singleton, la raison pour laquelle il n'était pas sorti du véhicule, c'est parce qu'il y avait une femme à l'intérieur. Quand il y a eu l'accident, d'abord il était dans un état second, lui Singleton. Quand il s'est rendu compte qu'il a percuté le monsieur, dans un premier temps, il a baissé la vitre qui est teintée pour regarder sous le véhicule et se rendre compte que le monsieur est décédé. D'ailleurs, il a entendu la perforation de son pneu avant. Il a compris que les choses étaient sérieuses, mais il n'a même pas daigné descendre. Sa première crainte et son premier réflexe, respectivement, était que les gens dans les parages viennent s'en prendre à lui, casser sa vitre, saccager son véhicule, le caillasser, et lui aussi l'extirper, le tuer. Voilà pourquoi il a donné consigne à ses gardes de venir ceinturer les lieux et ceinturer sa véhicule. C'est ce qu'ils ont fait. Deuxième réflexe qu'il a eu, c'est d'appeler un haut gradé du CNRD. Un haut gradé parmi les 5 têtes du CNRD. Il a appelé ce dernier. Aujourd'hui, nous n'allons pas donner son nom. Nous vous donnons la possibilité de sortir et régler ce que vous avez fait, de rectifier le tir. Cette personne-là, elle se reconnaîtra ici. L'échange que vous avez eu, quand il t'a appelé pour te dire, je viens de faire un accident. Tu lui as posé la question, quel genre d'accident? Il t'a expliqué, je viens de taper une moto à Lourmbe, à Lombarafa. Tu lui as posé la question, es-tu sûr? Il a baissé la vitre, il a regardé, il s'est rendu compte que le monsieur n'est plus en vie. Il a remonté la vitre, il dit, Abarafara, Abaralagera. Vous avez changé la communication, vous êtes allé en français. Il te dit alors, quelle est l'atmosphère dans les parages? Est-ce que c'est un lieu peuplé? Tu lui as dit, oui, il y a des passants. Et d'ailleurs, il a ajouté, lui, Singleton, qu'il y a des risques qu'on m'attaque. C'est en ce moment qu'il a dit, donne le téléphone aux agents qui sont à côté. L'un d'entre eux a pris le téléphone. Ce haut gradé du CNRD a donné des consignes de faire tout pour ne pas qu'il y ait du regroupement. Il faut disperser les curieux, donc comment on appelle le terme qui colle, c'est pas les curieux, il y a un terme, c'est les badauds. Il faut disperser les badauds. Il faut faire en sorte qu'il n'y ait pas de filmage et de récupérer le corps pour le mettre sur le véhicule, sur l'arrière du véhicule, parce que c'est un véhicule 4x4, sur la banquette arrière, de le mettre là. C'est en ce moment qu'il a repris le téléphone pour dire, le pneu est percé, nous ne pouvons pas bouger. Il a donné encore la consigne à ses militaires, alors dans ce cas, de mettre le corps sur un autre véhicule et de quitter les lieux, tout en annonçant à la population que le monsieur n'est pas mort, que vous l'amenez, alors que tout le monde avait vu, c'est par respect, c'est pour ne pas heurter la sensibilité, et par respect pour la victime, qu'on n'a pas mis l'image de monsieur.
Et nous venons d'apprendre que vous voulez menacer les autorités de l'hôpital, c'est-à-dire les responsables de l'hôpital ou de Koya, que vous avez utilisé comme argument pour les menacer pour dire qu'il ne fallait pas laisser les familles de victimes prendre les images du corps, que c'était une profanation du corps. C'est ce que vous avez dit. Alors que vous n'avez même pas daigné descendre pour porter assistance au monsieur qui n'était pas encore mort. Quand le véhicule était sur lui, il bougeait encore. Il était en bas, il était en train de bouger ses pieds. Mais vous n'avez pas fait une assistance à personne en danger. Pire, vous n'avez pas accepté qu'il y ait un constat. Vous avez fait ce qu'on appelle hit and run, le délit de fuite. C'est ce que vous avez fait. Et toi là, gradé là, tu sais de quoi il s'agit. C'est l'un d'entre vous, l'un des gardes-corps, qui n'a pas aimé, qui s'est senti très mal en voyant le corps de ce monsieur, qu'il a dit que ce que lui, cinglé là, il est en train de faire, c'est pas normal. C'est cet échange-là, d'ailleurs, qui a poussé le nommé Traoré, l'adjudant-chef, de se désolidariser pour dire finalement, c'est pas nous qui l'avons percuté. C'est le cinglé qui l'a fait. Parce que, ils ont vu combien de fois il est en train de les pousser à commettre des bavures. D'abord, un de ses gardes-corps avait bastonné quelqu'un, un citoyen innocent. Et là, ils se rendent compte, s'il cautionne, ce que Senglé voulait dire, c'était qu'il ne faisait pas partie, qu'il n'était pas dans le véhicule, que c'était un ami à lui qui conduisait le véhicule. Et d'ailleurs, de surcroît, il voulait faire croire, comme il a dit dans sa version, que le moto venait dans un sens inverse et que le monsieur voulait éviter un trou, que c'est en ce moment, il a perdu le contrôle de sa moto, sous le poids du sac, il est venu percuter le pneu. Si tel est le cas, Senglé, si tel est le cas, c'est le pneu avant, côté droit, qui a été percuté. D'où venait le monsieur? Allons sur une base logique. Nous sommes dans un pays où on dit priorité à droite, ce qui veut dire que la circulation se fait du sens droit, du côté droit. Si le monsieur qui venait, qui vous a percuté, était du côté opposé et donc était du côté gauche, pourquoi c'est le pneu avant droit qui a été percuté? Pourquoi c'est ce pneu-là qui a pété? Vous allez dire que parce que le guidon est entré en bas et c'est pourquoi quand le guidon est entré en bas, le pneu a roulé sur lui. Si tel est le cas, pourquoi ce n'est pas le pneu gauche qui a roulé sur la moto et que la perforation s'est faite à partir de là? C'est pas vrai. C'est-à-dire, arrêtez d'insulter l'intelligence des gens. Arrêtez d'accuser et de faire de la victime le fautif. Ayez un peu de décence. Ayez un peu de dignité. Le bon sens voudrait que quand quelqu'un décède, même si la personne était fautive, par respect pour le corps, par respect pour le défunt, parfois il arrive même qu'on dise des choses bonnes sur la personne pour absoudre ses péchés. Vous voulez faire de la victime le coupable. C'est ce qui est dommage, c'est ce qui est regrettable. Alors cette femme-là avec laquelle tu étais, toi Senglé, c'est qui par rapport à toi? Parce que tu sais que tu es marié. Dis le nom de la femme. Celle-là qui a fait à cause de laquelle tu n'as pas baissé la vitre pour que les gens se rendent compte quelles sont les personnes qui étaient à l'intérieur. Cette femme-là qui était en train de crier à l'intérieur du véhicule, quand elle s'est rendue compte, d'abord quand vous avez percuté le monsieur qui était en train de rouler, elle a crié dans un premier temps. Elle a sursauté. Elle a dit ce qu'elle a dit, que je ne vais pas répéter ici. En ce moment, tu t'es rendu compte que le monsieur est en bas. Tu as eu ce que tu as eu comme réflexe, comme j'ai dit, de baisser la vitre pour regarder. Tu t'es rendu compte que c'est en bas et tout ce qui était à côté était en train de crier Abarafara, Abarafara. Certains disaient Amoufarne, Amoufarne. Ceux qui venaient vers toi, la peur que tu avais, c'était qu'ils t'extirpent et qu'ils te reconnaissent toi. Mais le mal était déjà fait. D'abord, ton véhicule est connu.
Ta tête est connue. Mais ce qui est dommage, comme j'ai dit encore une fois, c'est cette consigne-là, le conseil, cette directive que tu as eue de ce dernier-là, qui se dénonce lui-même. Alors vous avez quelques jours pour arrêter Louis Senghor. Si vous ne l'arrêtez pas, comme l'avait fait la Côte d'Ivoire avec Didier Molare, si vous ne le faites pas, les conséquences vont être très fâcheuses. Parce que ces agents en uniforme qui n'en peuvent plus avec lui, le cinglé, ont décidé de briser le silence. Ont décidé de dire où vous étiez même parti pour faire vos sacrifices sataniques. CNRD, est-ce que vous avez fait une remarque? Depuis que vous avez déclenché cette affaire de changement de constitution pour que Mamadi se présente, avez-vous compté le nombre de tragédies que la Guinée a connues? Mamadi, Amara, Djiba, Pala, Dansa. Je ne vais pas parler de Idi Amin. Parce que les sources que nous avons, c'est que Idi Amin n'est pas d'accord sur la façon dont vous êtes en train de faire les choses en ce moment. Mais vous, les 5 là que nous avons cités, vous avez fait la remarque que depuis que vous avez décidé de trahir davantage le peuple et de vous en prendre au parti politique, vous avez remarqué le nombre de tragédies que la Guinée a connues. Commençons par le dépôt du carburant. Parce que là, nous allons simplement sur les plus grandes tragédies. Nous n'allons pas sur des petites tragédies. Il n'y a pas de petites tragédies, hein, mais allons sur les plus médiatisées. Ce dépôt de carburant. Est-ce que la Guinée avait jamais connu un tel drame? Depuis que l'histoire de la Guinée, depuis que la Guinée, avant même l'indépendance, pendant la période coloniale, est-ce que la Guinée avait connu un tel incendie? Ta réponse est non. C'était du jamais vu, c'était une première. Allons maintenant sur ce qui s'est passé au niveau du stade de Zérékoré. Là aussi, cette tragédie. Allons dans l'histoire, même au temps de la rébellion. Est-ce que la Guinée avait connu un tel drame d'une journée? Parce que le drame du stade du 28 septembre, le bilan était de 150 personnes. 150. Là, ce qui s'est passé à ce stade-là, c'est le double de ce drame. Donc là aussi, du jamais vu. Ça, c'est quand aussi le CNRD a décidé de trahir encore une fois et de faire un autre coup d'État sur la population et sur le peuple. C'était du jamais vu. Des enfants mourir dans un concert, nous en avons connu. Le concert de Rogbane et de Tayaki, nous avons tous vu ce qui s'est passé là avec les groupes Baldiezar et les Degui Force. Nous avons vu ça. C'était pas une première. Mais le bilan n'était pas si grand avec des enfants. Regardez ces images-là. Vous avez même utilisé un véhicule bélier. Vous avez roulé pour tout simplement sauver la tête de vos représentants. Vous avez décidé de percuter ce portail et vous avez roulé sur des innocents. Aucun remords, rien, vous n'avez rien fait. Cette tragédie-là encore, la Guinée n'avait jamais connu pareil cas. Allons sur les tremblements de terre. Il y en a eu combien depuis que vous êtes là? Allons sur les incendies de marché. Il y en avait eu au temps du RPG, des incendies dans des marchés. Mais à ce rythme-là, des dépôts de matériel électrique, des marchés, des maisons, les inondations. Sigiri, dans la ville de Sigiri, en pleine ville, des pirogues qui sont en train de transporter des Guinéens. Du jamais vu là encore. Les fleuves, le Bafim par exemple, allez voir cette couleur-là. J'ai l'impression que ce sont les 12 plaies d'Israël qui sont en train de revenir sur une autre forme. C'est 12 plaies ou 10 plaies, je connais pas le nombre, mais en tout cas, quand Pharaon a décidé d'être arrogant envers les enfants d'Israël, le châtiment divin,
le changement de l'eau en couleur, en sang, les criquets, les grenouilles, les maladies, les inondations, les récoltes, toutes ces plaies-là, c'était un châtiment divin. Comme si cela ne suffisait pas, ce glissement de terre. La Sierra Leone en a connu. C'était en 2019. Mais lorsqu'il y avait ces inondations en Sierra Leone, la Guinée aussi en avait. Sauf que la Sierra Leone dépassait la Guinée par le glissement de terre. C'est-à-dire le glissement de terrain qui se faisait avec la boue, parce que la ville de Freetown, par exemple, c'est une ville sur une montagne. Il y a des collines. Et ce sont ces détachements qui faisaient que la terre avait glissé en Sierra Leone. La Guinée n'avait jamais connu un glissement de terrain de ce genre. Ça aussi, c'est une malédiction, c'est vous. Et là, comme si ça ne finissait pas, les accidents de circulation. Combien d'accidents de circulation la Guinée a connu depuis que vous êtes là? Des autobus, des écoliers, les disparitions, les enfants qu'on retrouve mutilés. Et là, c'est un d'entre vous qui revenait d'un, voilà, Foutanké Diels dit c'est les 9 plaies. Les 9 plaies d'Israël. Oui, c'est ça, les 9 plaies d'Israël. Je pense que des Israélites, ou c'est les 9 plaies les 9 plaies d'Égypte ou les 9 plaies d'Israël. En tout cas, c'est pas si important. Mais en tout cas, ces plaies, c'est une punition divine. CNRD. Vous avez remarqué qu'à chaque fois que vous êtes en train de faire un pas vers ce parjure, un pas vers cette forfaiture, un pas vers ce défi envers le peuple, vous vous retrouvez dans des situations difficiles. Cela devait vous alerter. Dieu est en train de s'adresser à vous pour vous dire stop. De la même façon qu'il s'adressait à Pharaon. Mais à chaque fois, Pharaon voyait la vérité, il s'entêtait par arrogance, par orgueil, par mépris pour la parole de Dieu. C'est les 9 plaies d'Égypte. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Les 9 plaies d'Égypte. Merci. Il s'entêtait. La finalité, c'est quoi? Il vient, il voit Moïse en train de fendre la mer. Il voit que ça, ce n'est pas de la magie. Ça, c'est un miracle divin. La mer se fend. Bani Israël, guidé par les 2 prophètes de Dieu, entre dans la mer, la traverse de bout en bout. Si c'était une personne normale, qui n'était pas arrogante, qui n'était pas guidée par Satan, une personne raisonnable se serait retirée et aurait arrêté la poursuite. La chasse à l'homme se serait arrêtée là. Mieux, la personne même se serait convertie pour accepter que ce pouvoir-là, il est plus fort que le mien. Donc, par conséquent, je me rends. Mais qu'est-ce qu'il fait? Face à sa troupe, face à son armée, il dit, si je recule ici, c'est que j'ai montré que je ne suis pas un Dieu. Si je recule ici, c'est que j'ai montré que je suis un peureux. Si je recule ici, c'est que j'ai donné la force à mes adversaires. Voilà comment Pharaon a raisonné ce jour-là. Plutôt que de voir la raison et de se rendre à l'évidence que cette démarche-là, elle n'est pas du tout une démarche à ma faveur, il a foncé avec son cheval. Ils se sont engouffrés dans la brèche. Ils sont rentrés dans la mer. Une fois à l'intérieur, la mer s'est fermée sur eux. C'est l'impression que c'est ce que le CNRD et Mamadi sont en train de faire. Pourquoi? Parce qu'il y a un certain Hamana, comme c'était le cas de Pharaon, et là c'est Amara, là c'est Djiba, là c'est Zagalo, qui sont en train de dire, on est tellement éloigné, il n'y a plus possibilité de faire marche arrière. La même chose qu'il disait à Pharaon. On a pourchassé ces personnes toute la nuit.
On les cherchait, on avait pris la direction opposée. On pensait qu'ils partaient vers Canaan. On se rend compte que ce n'est pas plutôt vers l'Éthiopie. On se rend compte que ce n'est pas vers là-bas qu'ils sont en train de partir. On se rend compte qu'ils ont pris la direction de la mer. On rebrousse chemin, on le poursuit, on vient avec nos chevaux, on les voit. Nous sommes si près du but, ils sont là. Si on les laisse échapper, ils vont raconter à tout le monde que notre armée les a laissés partir. D'abord, ils se sont faufilés. Nos agents de surveillance et de renseignement ne se sont pas rendus compte qu'ils étaient en train de préparer cette fuite. Ça montrera que nous sommes faibles. Et aussi, ils diront que c'est des gens qui sont à pied. Aucun d'entre eux n'était motorisé, aucun d'entre eux n'était sur cheval. Il n'y avait aucun moyen de transport. Ils se sont faufilés, ils ont échappé à notre vigilance. Et là, c'est des gens à pied qui se sont permis de nous échapper comme ça. Nous n'avons pas pu les arrêter et les punir à la hauteur de leur forfaiture. Ils ont défié notre Dieu. Ils ont défié notre chef. Parce que Pharaon se considérait comme un Dieu. Là, par défi, par arrogance, ils ont conseillé à Pharaon, il n'est pas question qu'on se retourne. On ne peut pas retourner en Égypte et annoncer à toutes ces personnes-là qui ont vu notre colonne se diriger pour aller poursuivre, et nous avons promis à tout le monde qu'ils vont être arrêtés et châtiés devant tout le monde. C'est ce que nous avons promis à notre population. Toi, Pharaon, le Seigneur le plus fort, tu te vois comment rentrer aujourd'hui soir en Égypte sans les personnes que tu as poursuivies. Ces prisonniers qui se sont échappés, les gens qui t'ont défié. Qu'est-ce que tu diras à ton peuple? C'est la même chose qu'ils sont en train de te dire, Mamadi. La communauté internationale t'observe, te voit. Tous ces soutiens, toutes ces personnes qui ont dit c'est toi, comment tu vas faire face à ces personnes-là pour leur dire finalement je ne serai plus candidat. Le sacrifice qu'on a consenti, toutes ces dépenses que nous avons faites, toutes ces caravanes, toutes ces marches, toutes ces dépenses, tu penses que tout ça là doit aller à l'eau, c'est ce qu'ils sont en train de dire, alors que c'est toi-même qui est en train de partir à l'eau. Réveille-toi, Mamadi. Tu n'as aucune chance de t'en sortir. Tu le sais, tout le monde, tes marabouts les plus sincères envers toi t'ont dit que tu n'as aucune chance de t'en sortir. Ils t'ont dit ça. Tu ne fais que forcer la situation. Tu seras le plus grand perdant. Tu as vu ces images-là? Tous ces civils te diront demain que c'était ta volonté. C'est toi qui avais voulu. Regardez le procès du 28 septembre. Combien de civils ont été appelés à la barre? Combien de civils ont été condamnés à l'issue de cette manifestation, à l'issue de ce semblant de procès? C'est vous les militaires, c'est vous les têtes. Les autres diront qu'ils n'ont rien fait. Le président Alpha Condé, tous ceux qui l'ont poussé à changer cette constitution, bon an, mal an. Est-ce que ces personnes-là aujourd'hui sont en train d'assumer le rôle qu'elles ont joué? Combien d'entre ces personnes-là sont en train de l'appeler pour prendre de ses nouvelles? Combien de ces personnes-là aujourd'hui se rendent compte que ce sont elles qui l'ont induit en erreur? Combien? Mamadi. La victoire a plusieurs parrains. Mais la défaite, elle est orpheline. Avec du recul, je me rends compte que le problème, ce n'était pas le président Alpha Condé. Le problème, c'était ce système-là. Ces gens qui sont là, qui se convertissent, qui s'adaptent à la situation, ce sont ces personnes-là. Plus particulièrement au sein de l'armée. Vous qui étiez en train de cautionner tout cela, vous qui étiez en train de faire croire qu'il était sur le chemin. Sinon, il aurait pu très bien changer la constitution, limiter le nombre limiter l'âge pour la présentation, présenter quelqu'un, mais vous lui avez fait croire que s'il quitte, vous allez vous en prendre à lui. Sinon, lui, il voulait changer la situation de la Guinée. Il voulait changer son fusil d'épaule. Il a trouvé son 3e mandat.
Mais il voulait faire une gouvernance où c'était une gouvernance partagée avec tout le monde, un gouvernement d'union nationale. Changez-vous votre projet. Ce projet d'extrémisme-là, c'est ce qu'il voulait changer. Partager le pouvoir entre les 4 régions naturelles. Pendant 11 ans, le Fouta avait été marginalisé ou disons négligé sur le partage du pouvoir, alors que ce sont 4 régions naturelles qui composent la Guinée, qui ne divisent pas la Guinée. Maintenant qu'il s'est rendu compte qu'il voulait avoir un premier ministre issu du Fouta, parce qu'on suppose que son adversaire principal, c'est quelqu'un issu du Fouta. Et donc, nommer un premier ministre issu du Fouta, c'est un pas pour réduire cette tension, cette rivalité entre les 2 régions. Il avait eu un premier ministre issu de la Basse-Côte, parce que pendant le temps du président Lansana Conté, on avait fait croire aux Soussous que les Malinqués sont leurs ennemis à cause de ce qui s'était passé en 85, le coup d'état de Diarra. La logique, c'était qu'ils voulaient montrer que non, les Malinqués n'ont rien contre les Soussous. Voilà pourquoi pendant les 11 ans, son premier ministre, c'était toujours de la Basse-Guinée. Pendant les 11 ans, l'Assemblée nationale, qui était jadis dans les mains du Fouta, parce que El Hadj Biro était du Fouta. C'était lui le président de l'Assemblée nationale pendant plusieurs années. Il dit là, je vais donner ça à la forêt. Il donne ça à la forêt. Là qu'il veut changer pour faire autre chose que ce qu'il avait fait pendant les 10 ans, voilà que le coup d'État intervient. Un coup d'État où, en réalité, il a d'abord été victime, on l'a mis encore la stratégie des 3 I. L'induire en erreur, l'isoler, ensuite quoi? L'évincer. C'est ce que vous avez fait. Vous l'avez rendu impopulaire, avec des décisions impopulaires. C'est ce qui vous a, parce que vous avez induit en erreur, ensuite vous l'avez isolé. Il n'avait de contact avec personne à l'extérieur. Son défaut, c'était qu'il n'écoutait même pas les médias. Son téléphone, tout le monde avait accès à son téléphone. Même le paysan le plus reculé du pays pouvait appeler le président Alpha Condé. Son numéro se partageait comme des cacahuètes. Tout d'un coup, vous lui avez fait croire que ces personnes qui t'appellent là, c'est des gens qui veulent des nominations. Ces personnes qui t'appellent, c'est des gens qui veulent de l'argent. Alors que tu n'es pas là, tu n'es pas un distributeur automatique. Vous lui avez fait croire toutes ces choses. Vous lui avez fait croire que ceux qui veulent faire le coup d'État contre lui, c'est des gens issus de la communauté des Peuls. C'est ce que vous avez fait croire au président Alpha Condé. Vous avez fait croire au président Alpha Condé, ses ennemis, c'était ceux du Fouta. Et vous avez fait croire que ses ennemis avaient infiltré l'armée et qu'ils s'étaient liés d'amitié avec son ami qui est d'Okindia. Et c'est en ce moment que vous êtes allé éliminer ce dernier, la famille Mamadi Condé. Vous l'avez éliminé, vous avez éliminé son fils qui pouvait dire la vérité en réalité. Vous avez éliminé tous les deux. Voilà les conséquences, nous les avons. Peuple de Guinée, la famille de victimes. Nous voulons nous adresser pour finir ce live à la famille Traoré, ou c'est Fofana, je pense que c'est la famille Fofana. Si je m'abuse, c'est Fofana ou Traoré. En tout cas, la famille de ce défunt. Vous avez fait une très bonne chose, celle de porter plainte, même si la justice en Guinée est aux ordres. Vous avez fait une très bonne chose. Vous avez fait une deuxième chose, celle de parler aux médias, celle d'expliquer la réalité et de dire comment est-ce que les choses se sont passées. Vous avez fait preuve d'un courage indien. Au moment où on intimide toutes les personnes, allant jusqu'à même à dénier le droit à la victime de pleurer, c'est en ce moment que ce dernier-là, ce monsieur, cet administrateur civil-là, je vous tire le chapeau. Auraient été d'autres personnes, elles auraient privilégié leur poste au sein de l'administration, c'est-à-dire que c'est un fonctionnaire qui va dire, puisque je suis fonctionnaire, j'ai peur qu'on me licencie. Donc, je ne veux pas parler quelque chose, sachant très bien que cette personne, l'auteur de cet accident, c'est un proche de l'administration. Nous ne parlons pas du pouvoir. Il n'y a plus de pouvoir.
le CNRD n'est ni légal et il n'est plus légitime. Il l'a perdu depuis le 31 décembre 2024. Donc, nous ne disons pas c'est des gens proches de la présidence. Non, ce n'est pas, Mamadi, c'est pas un président, c'est un gangster. Mamadi, c'est un chef d'orchestre. Il n'y a pas de gouvernement, il n'y a qu'un orchestre. Mais lui, le cinglé de ton, c'est lui qui a le ton cinglé là, il est en train de prendre l'argent du contribuable. Il a des gangsters qui le sécurisent. Il roule avec le carburant du contribuable, un véhicule ici du contribuable, et il se fout de la population de cette façon-là. Vous avez fait un courage extraordinaire. C'est monsieur Traoré. Merci beaucoup. Le fait de porter plainte ne doit pas se limiter à la Guinée. Ce qu'ils ont prévu, c'est de banaliser l'affaire, faire en sorte que les gens ne commentent pas sur sa page pour ne pas qu'elle soit affectée, parce que lui, c'est sa carrière qui le préoccupe, c'est son image. Singleton, c'est son image qui le préoccupe, surtout au niveau international. Et justement, parlant de l'international, vous devez trouver des associations que vous devez mandater au niveau de l'international. Il y a le PANAF. C'est un festival panafricain qu'ils organisent, c'est des Guinéens qui l'organisent. Généralement, c'est aux alentours du mois de novembre. Singleton a prévu de venir comme à ses habitudes, comme à l'accoutumée, d'assister à ce PANAF. Ça va être du côté de l'Europe. Les associations de Guinéens se trouvant en Europe, que vous soyez parenté à cette famille Traoré, que vous ne soyez pas parenté, vous êtes Guinéens, vous êtes amoureux de la justice. Vous avez tous été indignés par l'indifférence par laquelle lui, il a brillé. Quand il y a eu d'abord l'accident, il n'a pas voulu baisser la vitre parce qu'il ne voulait pas qu'on sache que c'est lui qui a fait l'accident. Il n'a pas descendu plus tôt. Il a baissé la vitre. Il s'est rendu compte qu'il a percuté le monsieur. D'abord, une question de logique. Dans son explication à un journaliste, il dit le motard venait en sens inverse et ce motard a voulu éviter quelque chose avec le poids du sac de riz. Il a perdu le contrôle de sa moto. Il est allé percuter le véhicule. En Guinée, les véhicules roulent à droite. Vous avez tous vu la photo du pneu qui est crevé. Ce que moi, j'ai semblé voir, le pneu a crevé du côté droit. Le côté droit, c'est le côté du passager, c'est le côté des piétons. Si c'est vrai, lui, c'est anglais, ce qu'il dit, que la moto l'a percuté du sens inverse, c'était du côté droit qu'on allait trouver la victime. Et c'est le pneu droit qui allait aussi éclater ou qui allait être perforé. Sauf que c'est pas le petit pneu gauche, c'est le petit pneu droit. Ça, c'est une logique qui nous guide pour montrer que ce n'est pas le cas. D'après le témoignage, parce que nous n'étions pas sur place, ce sont des témoins qui nous ont remonté l'information, c'est que le monsieur partait vers la même direction, les deux partaient vers la même direction. Mais le cortège de Singleton roulait à tombeau ouvert, avec une sirène, avec un cortège, des agents de sécurité. Il est venu avec les vitres fumées, il a percuté le monsieur, ce dernier est tombé, il a roulé sur lui, il s'est retrouvé sur le véhicule, et c'est le guidon qui a perforé le pneu. Il s'est rendu compte qu'il a percuté quelqu'un, il s'est rendu compte avec le cri des riverains, les gens qui étaient aux alentours de l'accident. Certains disaient qu'il était encore en vie, d'autres disaient qu'il n'était plus en vie. Ce qui est sûr, Singleton était plus préoccupé par son image, il avait plus peur que les gens viennent l'attaquer. Voilà pourquoi il a eu le réflexe d'appeler un membre influent du CNRD. Ce dernier, à qui il a annoncé qu'il a été impliqué dans un accident, et là, je rappelle encore une fois qu'il venait, il y avait une femme d'autrui à l'intérieur du véhicule. Il y avait un marabout à l'intérieur du véhicule. Ils étaient au nombre de 5. Il y avait lui, il y avait un passager, il y avait 2 gardes-corps, 2 passagers et lui.
ce qui fait les 5 personnes à l'intérieur. Ces 2 passagers, l'une, c'est une femme. Ce sont ces 5 qui occupaient le véhicule à l'intérieur. Quand ils ont percuté le monsieur, il a baissé la vitre pour regarder. Il a vu que le monsieur était sous le véhicule. Il a vu le sang. Il a entendu les cris. En sous les gens ont dit à Baralagra, d'autres ont dit à Mofarne. Donc il a eu peur. Il a composé son téléphone. Il a appelé pour donner à son chef qu'il a envoyé pour voir son marabout la situation du lieu. Ce dernier lui a posé des questions. Es-tu sûr qu'il est blessé ou bien il est mort? Il a répété qu'il est mort. Des agents sont descendus, ils ont regardé, ils ont trouvé qu'il est mort. Il dit alors, faites tout pour ne pas qu'on te reconnaisse. Faites tout pour ne pas qu'on filme. Faites tout pour ne pas qu'on s'attaque au véhicule. Parce que certains voulaient l'arracher du véhicule, caillasser le véhicule et lui le blesser. Peut-être même s'il n'avait pas ses garde-corps, on n'allait pas parler de lui aujourd'hui. Parce que ça sautait aux yeux la façon par laquelle ils ont percuté le monsieur. Donc, tout cela, c'est pour dire que le CNRD est dans ses habitudes. Souvenez-vous quand il y a eu le drame de Zérekore. Est-ce que Mamadi s'est déplacé? Quand il y a eu le drame du dépôt, est-ce que Mamadi est venu se déplacer sur les lieux? Non, il ne l'a pas fait. Donc, Singleton est en train de copier ce que son mentor est en train de faire, ce que son chef est en train de faire, ce que son protecteur est en train de faire. C'est Mamadi qui a montré aux Guinéens, plus particulièrement à ses acolytes, à ses collaborateurs, que c'est comme ça qu'on traite les Guinéens. Quand il y a un drame, ne vous en faites pas. Ne montrez pas de compassion. Parce que quand vous montrez de la compassion, vous montrez de la faiblesse. Et quand vous montrez de la faiblesse, vous devenez facilement accusable. Et le CNRD ne veut pas prendre la responsabilité, ne veut pas assumer ses actes. Ils n'assument que ce qu'ils estiment être bon quand ils sont dans la manipulation. Souvenez-vous, il n'y a pas longtemps, un artiste a été malade. Ils sont venus, ils ont fait semblant de l'assister. Inutile de parler de cet artiste-là. Un autre artiste encore, ou deux autres artistes encore, ont été dans une situation de détresse. Ils ont fait là aussi une communication pour nous faire croire qu'ils sont de cœur, qui sont merveilleux, qui sont généreux, qui sont compatissants. Récemment, ce journaliste qui est décédé par faute d'assistance médicale. Il est décédé. Ils l'ont pas relégué, ils l'ont pas élevé à titre posthume au chevalier d'ordre national de mérite. Ils l'ont fait où ils ont dit, ils vont assister sa famille. Ce père de famille qui est décédé avec son sac de riz, partez pour amener ce sac de riz à sa famille. Qu'est-ce que vous avez fait? Ne serait-ce que pour montrer que vous êtes désolé par rapport à ce qui s'est passé. Jusqu'à présent, Singleton n'est pas mis aux arrêts. Il est en train de continuer de défier la famille et de défier toute l'opinion. Ça, c'est parce que c'est vous qui avez montré que vous n'avez aucun respect pour les Guinéens. Mamadi, qu'est-ce que tu as fait pour les victimes du glissement de terrain? Qu'est-ce que vous avez fait? Toi particulièrement, qu'est-ce que tu as fait? En tant que militaire, moi je ne parle plus de toi quand je t'interpelle. C'est pas par rapport à ta responsabilité en tant que chef d'État. Tu n'es plus un chef d'État. D'ailleurs, tu l'as pas été. Tu as été un militaire qui est venu, qui a fait croire qu'il est venu répondre à l'appel de la nation, qui est venu pour jouer son rôle régalien, qui est celui d'être là pour défendre la patrie et les gens qui sont dans la patrie. C'est ce que tu as fait croire, que tu es venu rectifier. Vous êtes venu prendre votre responsabilité. C'est ça le terme. Vous êtes venu rectifier. C'est ce que vous avez dit. Maintenant, en tant que soldat, quand il y a une catastrophe naturelle, quand il y a un drame de cette façon-là, quel est le rôle du soldat? Qu'est-ce qu'il fait? Il vient pas sur le terrain, il vient pas apporter assistance, prêter main forte. Qu'est-ce que tu as fait, toi? Qu'est-ce que tu as fait en ta qualité de militaire? Qui a fait une formation à l'étranger, qui sait que le militaire est à la disposition du civil, parce que c'est le civil qui le paye. Et son engagement, pourquoi il a porté la tenue, c'est pour défendre ce civil.
toi, en tant que défenseur de ce civil-là, qu'est-ce que tu as fuchi par rapport à ces victimes au niveau de Manéa? Et comme par hasard, vos drames, ça se fait dans la zone là. Parce que vos sacrifices, c'est là-bas. Vous partez sous des montagnes, vous faites vos rituels là-bas, et vous revenez. Combien de bœufs vous avez immolés? Certains que vous avez mis encore en train d'agoniser dans des trous que vous avez fait calciner. Combien? Combien de bébés vous avez fait disparaître dans la zone minière de Bokeh? Et que ces corps-là, vous les avez mutilés, vous avez distribué ces corps, ces parties dans des zones de Koya, de Forêt-Caria, des zones de Dubreka. Combien? Et vous pensez que Dieu va laisser cela passer comme ça? C'est ce que vous pensez? Je vous jure que vous n'allez pas vous en sortir. Vous n'avez aucune chance de vous en sortir. Et plus vous vous entêtez, plus encore le châtiment va être crescendo, va être encore, les vis ne feront que se resserrer autour de vous. C'est dommage. Sincèrement, c'est dommage. Parce que moi, je n'ai plus peur. Ma préoccupation actuellement, là, nous, aujourd'hui, ce qui nous préoccupe au niveau du FRAPP, ce n'est pas vous, ce n'est plus vous. Parce que vous êtes déjà du passé. Depuis le 31, vous appartenez au passé. Ce qui préoccupe aujourd'hui, c'est celui-là ou ce groupe-là qui viendra gérer la Guinée pour la sortir de cette ornière. Aujourd'hui, nous, notre préoccupation, c'est ça. Parce que ce groupe héritera d'une situation tellement catastrophique parce que aujourd'hui, la Guinée est tellement en retard que des pays qui étaient en guerre ont plus d'espoir, plus il y a plus de chances aujourd'hui à un pays comme le Soudan de s'en sortir par rapport à la Guinée. Parce que cette dévaluation qui se fera dans les jours à venir, ça va être une hyper dévaluation. Dans 3 semaines, le stock de carburant va s'épuiser. Vous n'avez pas un coussin suffisant en devises. Avec la crise entre le Yémen et l'Israël, avec l'attaque de ce bombardement qui s'est fait sur la capitale yéménite, je pense que c'est Sanaa, il y a eu le premier ministre, Houthi, qui a péri, et des membres du gouvernement. Les Houthis ont décidé en représailles de fermer le canal et de s'attaquer à tout navire pétrolier passant sur les côtes yéménites. La conséquence, ça, ce n'est pas que la Guinée, tous les bateaux transportant du carburant auront du mal à faire le trajet pour acheminer leur quantité avec le même prix. Ils sont désormais obligés de sécuriser leur convoi, de faire un détour, et cela a un coût. D'ailleurs, ça, c'est pour les plus téméraires qui vont décider de se lancer en mer. La Guinée n'échappera pas à cela. Si maintenant on ajoute cette crise mondiale, qui n'a rien à voir avec la Guinée, ou qui ne concerne pas que la Guinée, à la situation de la Guinée, celle où nous n'avons plus de devises, la liquidité, cette crise de liquidité, vous pensez qu'elle est fortuite? Non, elle n'est pas du tout fortuite. Elle ne fera que s'aggraver. Voilà pourquoi nous invitons tous les Guinéens à aller retirer massivement leur argent. Ceux qui n'ont pas déposé encore leur argent, ne le déposez pas dans les banques. Troisième chose, après avoir refusé de déposer l'argent, la deuxième, c'est d'aller retirer votre argent, vider vos comptes. Une fois que vous allez vider vos comptes et que vous allez garder votre cash, ne le laissez pas en francs guinéens. Allez le convertir massivement en devises étrangères. Pourquoi? Parce que en le faisant, vous réduisez la masse monétaire en votre possession, vous sécurisez votre argent parce que la dévaluation, quand elle se fera, c'est le franc guinéen qui va être dévalué. Ce n'est pas la monnaie étrangère qui va être dévaluée. Parce que la dévaluation, c'est la monnaie étrangère par rapport au franc glissant guinéen. Donc, en allant vers cette monnaie de refuge, vous garantissez, vous sécurisez vos fonds. Première conséquence et premier avantage. Deuxième avantage,
Comme j'ai dit, vous réduisez la masse en votre disposition, donc c'est plus facile de garder 100 000 dollars, par exemple, 100 000 dollars en billets, que de garder l'équivalent de 100 000 dollars en francs guinéens. Ça, c'est incontestable. Troisième avantage que vous aurez, le CNRD veut utiliser la planche à billets. Et donc, la dévaluation, si elle ne se fait pas immédiatement là, le CNRD, lui, a décidé de faire la conversion de l'argent en changeant la monnaie guinéenne. D'aucuns ont dit que ça va être de la dimba, d'autres ont dit qu'ils veulent faire un retour vers le cili guinéen. Sauf que le cili ou la dimba qu'ils veulent faire, ils vont se débarrasser de 2 zéros. Si vous avez 10 000, ils se débarrassent de 2 zéros, vous allez rester avec encore 10 000, vous allez rester avec 1000. C'est ce qui va vous rester. Donc, le plus grand chiffre que nous allons avoir, ça va être 100, un billet de 100, excusez-moi, ça va être un billet de 100. Une fois que vous avez le billet de 100, ceux qui sont milliardaires vont devenir millionnaires, ceux qui sont millionnaires vont être moins que millionnaires. Ils vont vous dire certes que la valeur, la force va rester la même, c'est-à-dire que ce qu'un 10 000 pouvait faire, un 100 va le faire. Sauf que c'est pas vrai. Pour l'équivalent de ces 10 000, vous allez dépenser 20 000. Parce que c'est finalement 20 cili par exemple, ou 20 dimba, qui vont vous permettre d'acheter ce que vous voulez acheter. Le sac de riz, qui est actuellement aux alentours de 300 000, dans 3 semaines, sera de 600 000 ou 700 000. Et dans 4 semaines, avec la crise de carburant, avec la crise de liquidité, avec la dévaluation, ce même sac de riz va vous coûter 4 fois son prix. Voilà pourquoi nous vous invitons à faire un stock. Allez acheter des sacs de riz, allez acheter de l'huile, allez acheter du sucre, allez acheter de la farine. Vous voyez déjà, le ciment commence à manquer, alors que nous avons 5 usines de ciment en Guinée. 5 usines que nous avons citées sans faire de publicité. Si là, nous avons une crise d'un produit existant, comme produit en Guinée, qu'en est-il de ce qui est produit à l'étranger? Ce qui est importé comme le riz, le sucre et l'huile, tous ces produits qu'on importe, la mayonnaise, le lait, tous ces produits qui sont produits à l'étranger et qui sont achetés en devises. Qu'en est-il de ces produits? Et puisque la Guinée, sa monnaie n'est pas une monnaie adossable aux devises étrangères, donc elle n'est pas convertible. Quand elle se casse la gueule, les commerçants à l'international n'auront aucune compassion pour les Guinéens. C'est-à-dire, ils s'en foutront pas mal que la monnaie soit une monnaie forte ou qu'elle soit une monnaie de singe. Ce qui leur importe, c'est que quand ils disent que la tonne, par exemple, du riz, c'est 1000 dollars, les 1000 dollars, c'est à vous de vous démerder pour trouver les 1000 dollars. En tout cas, ce qu'ils attendent, c'est que vous payez la tonne à 1000 dollars. C'est tout. Et lorsque pour avoir 1000 dollars, vous devez dépenser l'équivalent si par exemple, il vous faut 10 millions pour avoir 1000 dollars, et que désormais, il vous faut 20 millions pour avoir 1000 dollars, une fois que ce sac de riz acheté, dont la tonne a été achetée à 1000 dollars, qu'il arrivera en Guinée, le sac sera vendu aussi au prix équivalent de ces 20 millions. C'est comme ça. Donc, les 20 sacs de riz, qui sont l'équivalent d'une tonne, à raison de 50 kilos par sac, le kilo sera finalement à 1 million. Parce que la tonne qui était à 10 millions, qu'on pouvait prendre à 500 000, par exemple, devient maintenant un sac à 10 millions, à 1 million. Et ainsi de suite. C'est comme ça que la dévaluation va continuer. Et nous allons vraiment souffrir. Les Guinéens vont souffrir si on n'y prend pas garde. Déjà, vous avez suivi cette analyse basée du rapport du FMI fait au mois de juin ou juillet, en tout cas le 12 l'été dernier, là, l'été en cours, là, parce que nous sommes encore en été. Donc, nous sommes là le 30 août.
Donc, il y a juste 2 mois, il y a eu un rapport fait par le FMI qui explique, et le FMI, c'est une agence, c'est une organisation internationale, d'ailleurs que la Guinée est en train de démarcher pour que la Guinée obtienne un prêt auprès de ce FMI. Et ce sont ceux-là, en faisant une revue financière de la Guinée, qui se sont rendus compte qu'il n'y a pas de fiabilité, qu'il n'y a pas de crédibilité. La Guinée n'est pas un pays à la fois politiquement stable, financièrement crédible, mais socialement aussi, c'est une bombe sociale qui est là en gestation. Les droits de l'homme sont bafoués, les arrestations, le musellement de la presse, la suspension de ces partis politiques. Vous avez même suivi le communiqué de l'Union africaine qui a condamné et qui a mis en garde la Guinée sur certaines dérives. Donc aujourd'hui, sur le plan international, la Guinée est très mal perçue. Le premier pays pourvoyeur de demandeurs d'asile, un pays d'ailleurs qui n'est pas en guerre, ça s'appelle la Guinée. C'est cette Guinée. Et qui va mettre son argent dans un tel pays? Donc, pour faire simple, je rappelle encore les 3 consignes. N'amenez pas votre argent dans les banques, parce que vous l'amenez en banque, c'est pour aller enrichir le CNRD. Ils vont faire comme ce qu'ils ont fait en 2023, cette réquisition, ils vont prendre votre argent et l'utiliser à leur propre fin, dans la propagande et dans la corruption, dans la manipulation. C'est ce qu'ils vont faire. Actuellement, ils ont pris des supposés influenceurs, alors que c'est des haut-parleurs, pour venir insulter encore l'intelligence et la dignité des Guinéens sur leur supposée campagne pour que les gens aillent accompagner cette forfaiture du 21 septembre, d'ailleurs qui n'aura pas lieu. Donc tout cela, c'est dire que c'est votre argent qu'ils vont dépenser, votre économie, vos efforts, votre contribution, c'est ce qu'ils sont en train d'utiliser. Donc ne déposez pas votre argent dans les banques. C'est à votre risque et péril que vous le faites. Et c'est pour votre bien que vous allez garder votre argent. La deuxième des choses, ceux qui ont déjà déposé, allez retirer votre argent. Parce que plus vous laissez votre argent, plus la banque va subir la pression. D'ailleurs, il y a eu 2 réunions où on a menacé les propriétaires, les dirigeants de banques primaires de faire tout pour leur envoyer de l'argent parce que ils ne peuvent plus payer les enseignants. Ils ne peuvent plus payer les fonctionnaires, pour faire simple. Ce n'est pas que les enseignants, c'est tous les fonctionnaires qui n'arrivent pas du tout à payer. La Guinée est en faillite. C'est un État en faillite. Donc, allez retirer votre argent, sinon, vous allez être encore pénalisé. Vous voyez, même pour faire un retrait d'Orange Money, vous êtes obligé de faire plusieurs quartiers et de faire des pieds et des mains pour faire un retrait parfois de 500 000. 500 000, je ne dis pas 1 million. Hein. Si à la banque on dit la limite est de 5 millions, dans la plupart des banques par jour, certains opérateurs qui font le service d'Orange Money, c'est-à-dire les retraits d'argent dans les kiosques, vous disent qu'ils n'ont pas la capacité de servir 4 clients à la fois, et ces 4 clients pour un montant de 400 000. Ça vous dit combien de fois la situation de la Guinée, elle est alarmante. Mais puisque les médias sont bafoués, ils ne peuvent pas amplifier cette situation, ils ne peuvent même pas commenter. À plus forte raison que vous sachiez la gravité dans laquelle la Guinée se trouve. Si les médias étaient libres, chaque jour, on allait vous parler de la gravité de ce qui attend la Guinée. Malheureusement, ils ont tout fait. D'abord pour nous donner du contenu creux, pour que les gens ne parlent quotidiennement que de choses qui n'en valent pas du tout la peine. Pendant ce temps, eux, ils sont en train de continuer. Parce que ce référendum, même si les Guinéens partaient et que le non l'emportait, c'est à l'avantage du CNRD. Parce que le CNRD va dire, d'accord, si nous, notre proposition n'est pas passée, alors on va reprendre. On va encore faire au moins 1 an et demi, parce qu'ils ont pris 3 ans pour nous pondre ce chiffon. S'ils disent que désormais, alors nous allons reprendre le travail, c'est qu'il faut s'attendre à 1 an et demi. 1 an et demi, chaque jour que le CNRD passe sur la Guinée, c'est un jour à leur avantage.
C'est des gens qui devaient quitter le pouvoir depuis la première année, depuis 2021. La transition ne devait pas durer plus de 6 mois. Ils ont fait le coup d'État au mois de septembre. Au plus tard, au mois de mars 2022, le CNRD aurait dû débarrasser le plancher. Mais non, ils se sont imposés sur nous. Ils nous ont donné des futilités. D'abord, ils ont pris 1 mois pour prendre un premier ministre. Ils ont pris encore 1 mois pour pour former un gouvernement. Donc, ils ont joué à la montre. Ils ont pris leur temps. Là encore, ils ont pris 3 ans pour dire que nous allons au référendum, donc ce n'est qu'à la 4e année. À supposer que le non l'emporte, c'est à leur avantage. À supposer que eux ils l'emportent, ça c'est encore cerise sur le gâteau. Mais à supposer que il y ait encore un glissement, qu'on n'arrive pas à faire les élections le 21, faute de moins, parce que il n'y a pas eu de découpage électoral, il n'y a pas eu affichage de la liste électorale, il n'y a pas eu distribution de cartes, et là on est à 3 semaines. Demain, ça sera le 31. Et le dimanche, le dimanche en 32, le dimanche en 24. Parce que c'est dimanche à 8, dimanche en 16 et dimanche en 24. C'est-à-dire le 3e dimanche, c'est supposé être le jour du référendum. Ils n'ont pas d'argent. Le découpage, déjà que nous sommes passés de 5 communes à maintenant 7 communes, 7 ou 8 communes. Donc, c'est un travail colossal qui attend. Là, nous ne parlons pas de ce qu'ils ont prévu de faire, nous ne parlons pas de ça. Nous sommes en train tout simplement d'attirer l'attention des Guinéens sur le fait que, quelle que soit l'issue de ce que le CNRD a prévu, c'est à leur avantage. Ce que nous pouvons faire en tant que Guinéens, c'est boycotter, comme nous sommes en train de le faire aujourd'hui, Dieu merci, de manière unanime, et d'empêcher qu'il y ait cette élection. Mais en avant qu'on arrive là, il y a une chose, il y a une crise qui pointe à l'horizon. Celle qui est celle de la confiance entre les déposants et ceux qui gardent l'argent. La confiance, elle est effritée. Il n'y a plus de confiance. D'ailleurs, elle est complètement anéantie. Il n'y a pas de confiance. C'est pas grave. Cette confiance, elle n'était pas là d'ailleurs de toutes les façons. Mais le fait que le CNRD nous prévoit ce coup, faire encore un coup d'État sur votre argent, parce qu'ils ont déjà fini avec le contribuable, là maintenant c'est l'économisable du Guinée. Si le terme existe, si ça n'existe pas, alors je me permets de faire ce néologisme. C'est désormais l'économisable du Guinéen que le CNRD est en train d'utiliser. Parce que lorsque vous parlez à la banque, demandez à avoir accès à votre argent, qui n'est pas celui du gouvernement, votre épargne, et qu'on vous dise que vous n'avez pas le droit à plus de 5 millions, là c'est votre économie que le CNRD a utilisée. Et c'est cette économie, votre dû, que le CNRD vous refuse. Si le CNRD vous refuse votre dû, qu'en est-il du reste? Qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce que vous attendez de ce CNRD? Sincèrement. Alors les consignes sont les mêmes. Ne déposez pas l'argent, allez retirer l'argent et faites la conversion de devise. Parce que cette conversion, pour ne pas me répéter, c'est celle-là qui vous met à l'abri de cette forfaiture que le CNRD prévoit de faire. Et c'est celle-là qui vous mettra à l'abri de cette crise qui pointe à l'horizon. Parce que cette crise qui pointera à l'horizon, ceux qui sont du côté de Zérékoré seront obligés d'aller faire l'importation de certains denrées à partir de la Côte d'Ivoire ou à partir du Libéria. Ceux qui sont du côté de la baie seront obligés d'aller faire l'importation du côté du Sénégal ou du côté de la Guinée-Bissau. Pareil pour ceux qui sont du côté de Bouquet. Ceux qui sont du côté de Koya seront obligés d'aller s'approvisionner en denrées du côté de la Sierra Leone. Ceux qui sont du côté en tout cas, toutes les zones frontalières seront obligées de faire recours à un pays voisin pour avoir les produits de première nécessité. J'ai peur pour ceux qui sont du côté de Sigiri, j'ai peur pour ceux qui sont du côté de Mandiana et de Kankan, parce que si ce n'est que ceux qui sont du côté de Numudjigila qui pourront aller avoir des produits du côté de la Côte d'Ivoire, j'ai peur pour vous. Parce que le Mali
c'est un pays continental. Le Mali compte sur la Guinée et sur le Ghana, sur le Sénégal pour avoir des produits. Si maintenant c'est sur eux que vous comptez, vous allez être les plus grandes victimes, vous êtes le plus exposés. Donc le live va être vraiment devenu très long, comme j'ai dit. Portez plainte contre lui, et pour finir, j'allais l'oublier. Il y a un artiste du côté de la Côte d'Ivoire, Molare, qui a fait un accident, malgré sa proximité avec l'État, malgré sa proximité avec la mouvance, et malgré le pardon de la famille de la victime, il a été mis en prison. En Guinée, quittons le côté ivoirien, restons en Guinée. Djelika Bintou et son mari, Azaya, quand il y a eu ces voies de fait, quand on a supposé qu'elle a été victime de violences conjugales, Azaya a été invitée au Canada par Tidjane World Music, une structure très respectée, très respectable, qui a d'ailleurs plus de 30 ans d'expérience. Tidjane, c'est un Canadien, donc il connaît très bien le showbiz. Mais lorsque les organisations féminines se sont rendues compte que lui, Azaya, était invité à ce concert, ils ont commencé à écrire, à faire la pression. Ils ont promis que lorsque Azaya va monter sur scène, ils vont faire en sorte qu'il soit arrêté pour violence conjugale, violence sur une femme, pour viol, voie de fait. Mais aussi le concert devait être boycotté, la structure allait être bannie ou elle allait subir les conséquences de son entêtement. Finalement, Tidjane a dû repousser l'événement. Il a perdu beaucoup d'argent parce que avec le report, finalement, il est obligé pour s'excuser auprès de son public, auprès de ses mélomanes, il a été obligé de combiner à perte 2 concerts ou 3 pour finalement les jumeler à 2. J'ai oublié l'histoire, mais tout ce que je sais, c'est que la pression des faits qui se sont déroulés en Guinée ont impacté l'artiste au niveau international. Louis Singleton, c'était un artiste. Donc la famille doit s'associer avec les organisations à l'international, cet événement du PANAF qui doit avoir lieu. Les organisateurs du PANAF doivent écrire dès maintenant à Louis Azaya qu'il n'est plus le bienvenu à cet événement. Et cet écrit-là, cette désolidarisation, elle doit se faire de manière publique. Donc AMLO et tous les autres organisateurs, vous devez écrire dès maintenant là pour dire que d'habitude, lui, il venait. Mais que cette année, il n'est pas le bienvenu et vous vous désolidarisez de ce qu'il a fait. Ça, c'est déjà un coup médiatique, c'est un grand pas. Deuxièmement, vous portez plainte au niveau international contre Louis Singleton. Partout, il mettra à pied parce que nous avons appris qu'il veut se faufiler, sortir de la Guinée, aller s'installer dans un pays le temps que les gens oublient. Ils ont d'abord suspendu son compte pour ne pas que les gens aient accès, pour ne pas que les gens téléchargent ou pour ne pas que son mélomane, les gens qui lui donnent de cachet, que les gens aillent lire dans les commentaires que c'est un tueur, lui. Parce qu'il n'a pas montré de compassion. Jusqu'à hier, il n'avait pas appelé la famille de la victime. Ils ne se sont pas rendus dans la famille mortière. Vous imaginez quel genre de personne il est? Le mépris qu'ils ont pour le peuple et la famille de cette victime. Et donc, nous présentons encore une fois nos condoléances à la famille Traoré suite à ce crime odieux. C'est odieux. Il n'y a pas de mots. Nous exigeons à ce que les organisations internationales épaulent cette plainte. C'est déjà un grand pas qu'ils ont porté plainte en Guinée, mais il faut que cette plainte soit encore portée à l'étranger, au Sénégal, en Côte d'Ivoire. Et d'ailleurs, en Côte d'Ivoire, la plainte va être très bien reçue. Pourquoi? Le Sénégal a montré un exemple. S'ils n'ont pas toléré leur propre artiste, malgré sa proximité avec l'État ivoirien, qu'en est-il de Louis Singleton s'il arrive au Sénégal, en Côte d'Ivoire? Même chose encore en Sierra Leone. Partout où il partira se réfugier, il faudrait que la plainte le trouve là-bas pour homicide maintenant volontaire, parce que s'il n'a pas montré de la compassion, aucun remords, au contraire, il est en train d'insulter et d'être arrogant,
il fait comme si de rien n'était, ça fait de lui un coupable. Désormais, il n'a aucune excuse. Il n'y a pas d'excuse possible pour Louis Singleton. Donc, je me résume en disant que il faudrait, si Azaya n'a pas pu résister, il a dû mettre de l'eau du lait dans son thé. Ce n'est pas ce marmailleur là, ce n'est pas ce virevolté mal éduqué, vous m'excusez de l'expression, mais quelqu'un qui fait des chansons dans lesquelles il insulte, ça ce n'est pas de la politesse, sincèrement. Sinon, on connaît les artistes américains, ils ont l'habitude d'avoir des mots vulgaires, mais aujourd'hui, vous avez remarqué que dans les plateaux dans les studios, dans les plateaux, on ne diffuse plus ces morceaux avec obscénité, on les censure. Et là, c'est ceux-là qui faisaient ça il y a quelques années. Ils se sont rendus compte que ces obscénités, ces vulgarités, il ne faut plus les tolérer parce que ça impacte la jeunesse, ça impacte l'éducation des enfants qui verront en lui un modèle, alors que c'est tout sauf un modèle. Qu'en est-il maintenant d'un pays comme la Guinée, connu pour sa pudeur, connu pour sa politesse, avec toutes les valeurs que nous avons, que lui il se permette, mais c'est pas lui. C'est ceux-là qui ont fait de son morceau comme un morceau fétiche à toutes leurs organisations, ce sont eux. Et pendant ce temps, Aliouba est en prison pour injure. Alors que l'injure est érigée aujourd'hui en doctrine, c'est érigé aujourd'hui en règle. C'est devenu même un sport. Ceux qui insultent sont élevés. Ceux qui insultent sont récompensés. Ceux qui insultent sont reçus sur un tapis rouge. Que voulez-vous qu'on fasse? Tous ceux qui voient ça pensent que c'est normal et d'ailleurs suivent le chemin. Merci encore une fois à tout le monde et désolé pour la longueur du live.